Vous êtes en direct de Kinshasa sur Amen Télévision. L'actualité est dominée, controverse autour de loi Minakou et Sakata. Est-ce que ces lois apportent l'essentiel dans la magistrature congolaise ou bien ça vient que pour créer certains problèmes? C'est ça la grande question qu'on va se poser cette soirée avec le professeur José-Marie Tassoki, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Fetchi. Alors je rappelle à tous ceux qui sont en train de nous regarder, vous êtes enseignant de droit pénal à l'université de Kinshasa. Oui, c'est ça. Alors, comme nous tous, professeur, vous avez tous suivi ces trois propositions de loi de Minakou et Sakata, tous du FCC, sur ce qui concerne la magistrature congolaise. Qu'est-ce que vous pensez de ces trois propositions de loi? Merci, monsieur Fetchi, comme j'aime bien affectueusement t'appeler. Ah, oui. Je voudrais d'abord préciser une chose. Les trois propositions viennent des deux députés de la majorité parlementaire du FCC. Ah oui. Coïncidence heureuse ou malheureuse, ils sont tous des professeurs de la faculté de droit de l'université de Kinshasa, mais ils n'ont pas agi comme professeurs. Ils ont agi comme députés nationaux. Ça veut dire que lorsque l'on veut émettre des critiques positives ou négatives à l'endroit de ces trois propositions, on ne peut pas s'en prendre aux professeurs. Parce que depuis un certain temps, les professeurs, ils sont comment? Voici ces professeurs, c'est surtout la faculté des droits. Non, ce ne sont pas des professeurs qui ont agi. Vous voulez qu'on puisse séparer Sakata et Minakou comme absolument, ce sont des députés. Ils sont en train d'agir comme des professeurs. Ils ont agi comme députés, ils n'ont pas été mandatés par la faculté des droits. Même moi, là, quand je parle, je ne suis pas mandaté par la faculté des droits. Je parle en tant que professeur. Ah oui. Voilà, ça c'est la première précision. Maintenant, revenons à notre sujet. Lorsque vous regardez l'actualité politique au Congo, vous allez voir que ces trois propositions sont venues quelque temps après certains événements malheureux qui se sont déroulés au niveau de la justice. Ah oui. Premier événement malheureux, c'est un procureur général près la Cour de cassation qui lance un mandat d'amener contre un député national qui va l'arrêter. On l'arrête comme une mouche. On l'a trouvé en Bermuda, en culotte, comme on aime bien le dire ici, et on l'a amené. C'est-à-dire là, vous voulez parler du dossier Jean-Jacques Mamba. Alors que ces magistrats n'avaient pas ce pouvoir-là d'arrêter un député national de cette façon-là. Il suffit de lire l'article 4 de la loi sur la flagrance. C'est un premier cas malheureux. Ça créait déjà un petit problème entre députés nationaux et la justice. La justice congolaise. Et certaines personnes ont crié, écoutez, c'est le gouvernement des juges. Un peu comme pour dire, laissez aux juges faire leur travail. Non, ici, ces juges ont mal interprété la loi, ont mal compris la loi. Ce n'est pas le gouvernement des juges. Déjà, ça, c'est un premier cas. Un deuxième cas, c'est quoi? C'est le procureur général près le Conseil d'État, cette fois-là. Lui, il se permet, parce que l'Assemblée nationale a décidé d'organiser l'élection du nouveau premier vice-président du bureau, le procureur général près le Conseil d'État décide de requérir la force publique, de mobiliser la police pour empêcher l'Assemblée nationale de siéger. Là, nous allons dire qu'il y a déjà un problème au niveau de pouvoir. Justement, c'est ça. Et c'est la question que je m'étais posée, est-ce que la guerre des pouvoirs aura lieu? C'est ça la question. Et voilà, c'est la guerre des pouvoirs. Troisième cas, donc le procureur général... C'est pas un pouvoir juridique, une guerre juridique. C'est une guerre qui a commencé entre la justice et les députés et sénateurs. Le procureur général, après le Conseil d'État, n'avait pas les pouvoirs de mobiliser la police pour empêcher l'Assemblée nationale de siéger. Déjà, un cas malheureux. Troisième cas malheureux.
le procureur général près la Cour de cassation lance une invitation contre un sénateur au motif qu'il y a une plainte d'une sénatrice contre le président du Sénat, oui, Tambwe Mwamba. Tambwe Mwamba. Mais le comportement du président du Sénat est protégé par l'article 107 de la Constitution. Ah oui. Mais comment le magistrat, qui est censé mieux connaître la loi, peut se permettre de se créer des ambitions d'arrêter un sénateur alors que l'opinion du sénateur est protégée? Voilà une autre friction. C'est-à-dire pour vous, tout a commencé là-bas. Tout a commencé là-bas. Ces trois événements. Les députés et les sénateurs se posent la question, est-ce que maintenant c'est le gouvernement des juges? Et de l'autre côté, on dit, mais oui, le gouvernement des juges. Non. Comme Mabundala a appelé que nous sommes dans un gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement des juges. Lorsque vous ignorez les droits, vous ne pouvez pas dire que c'est ça, le gouvernement des juges. Le problème, c'est à ce niveau-là. Maintenant, face à ces événements malheureux, les députés disent, nous allons maintenant sortir du lourd. Nous avons l'initiative des lois. Sortir du lourd, c'est dire, nous allons maintenant anéantir ces magistrats. Ah oui. En fait, nous sommes là, il faut comprendre. Et même s'ils ne le disent pas, il faut lire. C'est-à-dire qu'ils sont en train de cacher quelque chose de mauvais derrière. Non, c'est-à-dire qu'ils veulent réagir. Ils veulent à travers les trois événements déplumer, que vous voilà. citer. Ils veulent déplumer les magistrats. Ah oui. Et comment? En agissant justement sur ces magistrats-là, qui est capable d'arrêter, qui est capable de placer en détention, qui est capable de requérir des peines. On dit, bah, écoutez, c'est le magistrat de l'ordre judiciaire. Et tout d'un coup, on doit agir sur l'ordre judiciaire. Voilà, c'est ça. Alors, professeur, la première nous allons explication. Justement entrer en profondeur de ces trois positions de loi. La question qu'on se pose, est-ce que ces lois viennent museler le pouvoir judiciaire? Mais j'ai déjà commencé à annoncer. J'ai dit, ces députés ont décidé de déplumer. C'est quoi concrètement? Lorsque vous prenez la première loi sur la première modification, c'est quoi? Ça porte sur la loi relative à l'organisation, au fonctionnement et aux compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Donc, il faut attaquer l'ordre judiciaire. Qu'est-ce que ça veut dire, attaquer l'ordre judiciaire? Il faut attaquer l'ordre judiciaire. Précisément, il faut un assaut sur le parquet. Le parquet. Alors, lorsque vous regardez, vous prenez la loi en question, vous allez déjà au début dans l'exposé des motifs. Les députés disent que le magistrat du parquet, conformément à l'article 149 de la Constitution, ne fait plus partie du pouvoir judiciaire. Et que donc, il faut continuer cet esprit de la Constitution pour qu'il quitte désormais les pouvoirs judiciaires. Ça, c'est leur idée. Maintenant, pour dépendre à quel pouvoir? Ah ben voilà. C'est-à-dire, pour les députés, il faut qu'ils quittent les judiciaires pour aller dans l'exécutif. Comme ça, dans l'exécutif, on va bien les gérer. Alors, comment ça va s'expliquer, ces deux placements, de quitter dans le jury? Ces déplacements ne peuvent pas être possibles au regard de notre Constitution parce que, première chose, la Constitution consacre les principes de séparation des pouvoirs. Nous avons... Ce qui est consacré dans la Constitution. Nous avons l'exécutif qui gouverne. Nous avons les législatifs qui votent des lois. Et nous avons les judiciaires qui jugent, qui posent des actes conformément à la Constitution, des décisions, des jugements, des arrêts. Alors, chacun a son pouvoir. Chacun reste dans son coin. Sentant ces dangers, les députés, ils ont dit, mais ils vont nous bloquer. Nous aussi, nous devons commencer à les bloquer. Comme nous, députés, nous avons l'initiative des lois, agissons sur l'article 70. Est-ce que ça sera une chose facile à l'égard de tout ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui explique que depuis longtemps, ces trois propositions de loi n'ont pas pu apparaître, mais aujourd'hui, compte tenu des événements que vous venez d'annoncer, d'un coup, et une précipitation totale? Mais c'est ça la réaction. C'est ça la réaction. À toute action, une réaction. L'action, c'est les magistrats. La réaction, c'est les députés. Et les députés disent, dans l'exposé des motifs de la première loi, que les magistrats du parquet n'est plus du pouvoir judiciaire.
Or, c'est une erreur grave. Ils avaient commencé cette réforme depuis 2011. Ah oui. Ils ont tronqué l'article 149. Parce que dans l'article 149, il est dit les cours et tribunaux sont indépendants du législatif, de l'exécutif. Les pouvoirs judiciaires comprennent quoi? Les différents cours et tribunaux, ainsi que les parquets attachés à ces cours et tribunaux. Ah oui. Et en 2011, ce que font les députés et les sénateurs, c'est quoi? C'est dire que dans les pouvoirs judiciaires, il n'y a plus de parquets. Ils ont cru qu'ils ont résolu les problèmes. Ça, c'est dans l'ancienne loi. 2011. Ah oui. 2011, déjà, quand ils ont commencé, ils ont enlevé une partie de l'article 149 de la Constitution. Parce que 149, en 2006, disait les pouvoirs judiciaires comprennent les cours et tribunaux, ainsi que les parquets. Les parquets. Et en 2011, eux, ils ont modifié. Ils ont dit les pouvoirs judiciaires comprennent les cours et tribunaux. Point. Donc le parquet disparaît. Ils ont cru qu'en faisant cette réforme, tout allait changer. Et pourtant, le pouvoir judiciaire, ce n'est pas seulement dans l'article 249. Le pouvoir judiciaire, ce n'est pas seulement dans la Constitution. Oui, oui. Le pouvoir judiciaire, c'est dans les différentes lois qui organisent les parquets, les juridictions de l'ordre judiciaire. Alors, une question, professeur, avec ce proposition de loi, viole-t-elle l'article 220 de la Constitution? Vous allez vite en besogne. Je voudrais qu'on y aille méthodiquement. Qu'on y aille, oui. Allons-y. Regardez, dans notre Constitution, nous avons 3 ordres de juridiction. Ah oui. L'ordre judiciaire, l'ordre administratif et l'ordre constitutionnel. Dans chaque ordre de juridiction, il y a plusieurs juridictions qui sont chapeautées par une juridiction supérieure. Dans l'ordre judiciaire, nous avons la Cour de cassation, qui chapeaute les autres juridictions inférieures, la Cour d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce, les tribunaux de paix et même les tribunaux pour enfants. Ça, c'est l'ordre judiciaire. L'ordre administratif a pour juridiction supérieure les conseils d'État. Et puis nous avons les juridictions d'appel et puis toutes les autres juridictions qui forment les juridictions administratives. Mais l'ordre constitutionnel n'a que la Cour constitutionnelle. Ça, c'est déjà la première chose. Ah oui. Deuxième chose, chaque ordre a sa mission. Comme dans les principes de séparation des pouvoirs, dans les ordres des juridictions, chaque ordre... Il y a aussi une séparation de pouvoirs. Très bien, séparation des pouvoirs. Chaque ordre a ses compétences. Ah oui. Chaque ordre a ses limites. L'ordre judiciaire, précisément, parce que là, on s'est attaqué à l'ordre judiciaire. Ah oui. L'ordre judiciaire a ceci de particulier, c'est qu'elle consiste, il est le garant de la liberté individuelle. En d'autres termes, garantir la liberté individuelle signifie, monsieur Fétis, si je suis de l'ordre judiciaire, je suis juge, c'est à moi de prononcer votre condamnation. Quand je vous envoie à prison, j'ai violé votre liberté. C'est que ces 3 propositions de loi ne veulent pas, parce qu'on voulait que le ministre de la Justice puisse... voilà justement. Être... Dans l'ordre judiciaire, nous n'avons que les tribunaux qui s'occupent des contentieux des droits privés et les tribunaux qui s'occupent des contentieux des droits pénals. Ah oui. Mais aussi les magistrats. Parce que les magistrats peuvent placer quelqu'un en détention préventive. On a vu avec les différents dossiers qui sont passés ici, comment on a envoyé les gens à Makala alors qu'ils ne sont pas encore condamnés. Ça, c'est les magistrats. Ça, c'est les plus grands pouvoirs judiciaires d'un magistrat du parquet. Alors, quand un magistrat du parquet bloque votre compte bancaire, parce qu'il est en train de mener des enquêtes, c'est un pouvoir judiciaire. Ah oui. Lorsque il procède à la perquisition chez vous dans votre maison, votre domicile est inviolable. Mais lui, il vient, il autorise qu'on entre dans votre domicile. C'est-à-dire son pouvoir. C'est un pouvoir judiciaire. Donc, on ne peut pas dire que parce que l'article 149 a écarté le parquet, que le parquet n'est plus dans les pouvoirs judiciaires. Le parquet est toujours dans les pouvoirs judiciaires. Et d'ailleurs, un magistrat du parquet fonctionne dans l'égalité statutaire. Ah oui. Il peut être aujourd'hui magistrat du parquet. Oui. 2 ans après, on l'envoie comme juge.
il est comme son collègue du tribunal, même statut et même indépendance. Maintenant, lorsque les propositions ici, la première proposition vient dire que le magistrat du parquet n'est pas dans le pouvoir judiciaire, là, ça cause un problème. ça pose déjà un problème. Et la conséquence, c'est laquelle? C'est qu'il faut maintenant commencer à agir sur ce magistrat du parquet. C'est-à-dire là, il n'y aura pas l'indépendance. Il n'y a plus de la d'indépendance. justice. Et ils ont choisi une disposition. C'est quelle disposition? L'article 70 de la loi portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire. Alors, une question, professeur, que je voulais justement vous poser, on va progresser. Pourquoi ces trois propositions de loi ne veulent pas l'indépendance de la justice? Doit-on dire qu'il y a quelque chose qui est caché? Mais c'est ce derrière, que j'ai dit au départ. Il faut déplumer ces magistrats pour les gérer, hein, pour notre... pour les pour notre- empêcher justement Oui, oui. de lancer des mandats d'amener, pour les empêcher de lancer des invitations contre certaines autorités. Alors comment? Il faut agir sur 70 de cette loi. Que disait l'article, ou que dit l'article 70 de la loi portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire? L'article 70 dit ceci: Ah oui. le ministre de la Justice peut donner injonction au magistrat du parquet. Du parquet. Injonction de poursuite. Ah oui. C'est ce qui s'est passé dans les dossiers Caméré. C'est-à-dire par exemple. ouvrir deux enquêtes. Voilà, hein, justement. autoriser un- C'est le ministre qui a donné injonction au procureur général près la cour d'appel de Limité, de Matete. Et grâce à cette injonction, le procureur général près la cour d'appel a commencé son travail. On a arrêté Caméré, on a arrêté Jamal, et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous avons eu ces jugements. Ah oui. Mais 70 dit ceci: le ministre donne injonction, on ajoute, il ne peut pas interférer dans l'action du magistrat. Du magistrat. En d'autres termes, vous donnez injonction et vous vous arrêtez là. C'est-à-dire on n'a pas commencé à surveiller comment... Vous vous le arrêtez dossier est là, en train voilà. Maintenant, d'évoluer. avec la nouvelle proposition, la nouvelle loi, Oui. qui est en gestation à l'Assemblée nationale, on enlève cette phrase-là: les ministres n'interfèrent pas dans l'action. C'est-à-dire on laisse au moins la première. On laisse la première, l'injonction, Mais la deuxième mais est retirée. on enlève, il n'interfère pas, donc il va maintenant interférer. Interférer. C'est ça justement le problème de l'indépendance de la C'est-à-dire magistrature. il peut appeler hein, le magistrat avec le dossier. Voilà la conséquence. Contrôler, Voilà justement. C'est pourquoi le deuxième alinéa de cette disposition dit que le ministre peut prendre des mesures conservatoires. même c'est-à-dire- bloquer, c'est-à-dire bloquer un dossier. Voilà justement. Il vous donne injonction, poursuivez M. Fetchi. Mais parce que M. Fetchi c'est mon ami, je découvre que c'est mon ami. Monsieur le magistrat, arrêtez comme ça. Mesures conservatoires, il ne faut plus C'est continuer. qu'il ne va pas favoriser un bon pays avec le Très temps. bien, vous avez compris. En d'autres termes, on dit, monsieur le magistrat, je peux prendre des mesures conservatoires, Ah oui. je peux vous demander de venir me faire rapport sur un dossier. C'est-à-dire, le magistrat du parquet Ah oui. devient comme un agent du cabinet du ministre. Du ministre. Chaque fois, il doit se présenter au cabinet du ministre pour lui dire: monsieur le ministre, écoutez, j'ai un dossier qui concerne Fetchi. J'ai trouvé autant d'éléments des preuves. Oui. Je crois que M. Fetchi doit être envoyé au tribunal. Et le ministre dit: écoutez, non, écoutez, arrêtez comme ça. M. Fetchi, c'est mon beau-frère. Hein? Ou M. Fetchi, c'est quelqu'un qui est dans mon parti politique. Ou c'est mon leader dans un parti politique. Ah oui. Monsieur le magistrat, arrêtez comme ça. Voyez? Ce par là, C'est magistrat. on parle de la violation de l'article 220. Voilà justement, de le la magistrat n'est Constitution. plus indépendant. Il n'est plus indépendant. Il dépend totalement du ministre de la Justice. Même Minakou l'a nié hein, dans Mais une là, des mais émissions. nous lisons, nous savons lire, nous comprenons. Il nie. Mais lorsque vous les rencontrez, vous lui posez la question: où est passé dans votre proposition l'incise qui disait Oui. que le ministre n'interfère pas? N'interfère pas. Posez-lui la question, c'est parti où? C'est là que ça indiquait que le magistrat est indépendant. Oui, oui. Il enlève ça. Puisqu'il enlève ça, donc le ministre peut interférer. Chose plus grave, Ah oui. dans l'autre loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, les députés disent: si les magistrats n'obéissent pas à l'injonction du ministre, Le ministre. l'injonction de l'article 70, s'il n'obéit pas à cette injonction, il sera poursuivi pour outrage Outrage à qui? au ministre. Vous comprenez? Ah oui. Il sera poursuivi pour avoir outragé les ministres. Au fait, le ministre lui a dit: monsieur le magistrat, il faut arrêter.
Les magistrats disent, mais non, monsieur, comment vous pouvez dire ça? Mais moi, je pense que nous devons Continuez avec le dossier. continuer. Oh, monsieur le magistrat, ça c'est de l'outrage. Et il saisit les conseils supérieurs de la magistrature pour outrage, et le magistrat est arrêté et jugé pour outrage, il est envoyé en prison. En d'autres termes, ce magistrat-là a une épée de Damoclès sur sa tête. Chaque fois qu'il reçoit l'injonction, il doit déférer à ce que le ministre lui dit. S'il ne le fait pas, il sera poursuivi pour outrage. Alors dites-moi où se trouve l'indépendance du magistrat, du parquet. Il n'y en a plus. Alors lorsque vous violez l'indépendance du parquet de cette façon-là, vous allez nous dire que non, les lois là sont bonnes. Non, elles ne sont pas bonnes. Est-ce que ça sera d'abord possible que cette loi puisse passer? Parce que ça, c'est une affaire politique. Beaucoup en parlent que cette loi ne puisse pas passer. Monsieur parce Féti, que de la sorte dont vous êtes en train d'expliquer, professeur José-Marie Tassoki, ça montre qu'il y a certains des individus qui veulent s'accaparer voilà justement. du pouvoir. Moi, j'explique les choses d'une manière technique. Mais il faut aller maintenant sur le plan politique pour barrer la route. Nous allons y arriver sur le plan politique. Alors une question, professeur. Ce n'est pas fini. J'ajoute encore, vous allez poser votre question. Je voulais vous poser une question. Si vous voulez poser, c'est sur l'indépendance, oui. Allons-y d'abord. Alors, une autre, ce qu'ils appellent innovation, ce n'est pas de l'innovation. Au fait, c'est la destruction de notre droit judiciaire. Il est dit que le ministre de la Justice peut nommer les magistrats à titre provisoire. Comment ça peut s'expliquer? Il s'arroge le pouvoir de nomination des magistrats. C'est-à-dire, là, même le président de la République n'aura pas un mot voilà à dire. Justement, ça veut dire que l'article 82 de la Constitution est violé. Parce que quand vous prenez l'article 82, il est dit que seul le président de la République nomme le magistrat. Cette histoire des magistrats à titre provisoire, ça existait à l'époque. Ça n'a plus jamais existé. Un magistrat, il est nommé tout de suite comme substitut du procureur. Ah oui. Par le président de la République. Et non par les ministres. Identifiable dans cette proposition de loi, d'où le ministre de la Justice peut nommer à la nomination. Voilà, il a maintenant un pouvoir comme celui du chef de l'État, mais qui n'est pas prévu par la Constitution. Alors lorsqu'on dit que ça a violé la Constitution, pourquoi les gens disent que ça n'a pas violé la Constitution? Parce que le président de la République peut nommer les magistrats. Et comment lui il peut se permettre de nommer les magistrats à titre provisoire? Quelle que soit la procédure qu'on peut utiliser, mais le fait pour lui de prendre un acte de nomination, ça viole la Constitution. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut insister sur ça. Et au-delà de tout, il prend encore d'autres pouvoirs sur les conseils supérieurs de la magistrature, sur la discipline, au niveau du conseil supérieur de la magistrature. Mais alors, on a suivi Aubert Ménacou dire que ce sont que de propositions de loi au moment où il y aura débat au sein de la Chambre basse du Parlement. Ils invitent tout le monde à y aller. Nous savons comment ça fonctionne. Ce sont les idées qui se discutent. Pourquoi refuser en ce moment? Parce qu'il a dit ça n'a rien à faire pour qu'on puisse enlever le pouvoir de magistrat. Monsieur Féti, nous savons comment ça fonctionne. Ce sont des propositions de la majorité. Vous savez que le FCC est hyper majoritaire. Dans cette chambre basse-là, et même au Sénat, le FCC majoritaire, comme ce sont des propositions boutiquées au niveau du FCC, mais ça va passer comme une lettre à la poste. Ne rêvez pas. Alors tout ça, c'est à la recherche de quoi, professeur? Des intérêts du FCC, parce que... Les intérêts du FCC, c'est compliqué au président de la République. C'est une façon de dire... Un travail difficile. Une OPA sur la justice. C'est ça, au fait. C'est-à-dire, on stoppe mettre la main sur la justice. Sur la justice, n'a rien commandé. Les magistrats, agir comme on veut sur les magistrats. De toutes les façons, c'est le ministre de la Justice qui commence à agir comme magistrat. Par là, nous allons comprendre que... Et qui commence à nommer comme le président de la République. Oui. Par là, nous allons comprendre que le FCC voulait au moins s'accaparer du pouvoir judiciaire pour que ces gens, peut-être, qui ont été cités dans des dossiers de détournement, qui ne puissent pas être inquiétés. Mais entre autres, justement, entre autres, ce que le FCC a fait, c'est quoi? C'est une réaction à un comportement des magistrats véreux, des magistrats peut-être indélicats, mais une réaction qui est disproportionnée en d'autres termes. C'est-à-dire, vous avez, comme je l'ai dit quelque part, vous avez dans un bassin les bébés,
qui était lavé, l'eau est sale, le bébé est là-dedans. Vous dites, vous faites quoi? Vous prenez le bassin en entier et l'eau et les bébés, vous jetez. Ah oui. En autre terme, c'est ça. Les bébés, c'est quoi? Les bébés, c'est la justice. L'eau sale, c'est le comportement de ces magistrats-là qui ont violé la loi. Mais non. Il faut d'abord sortir les bébés, oui, et puis vous jetez l'eau sale. Doit-on dire aujourd'hui que ce magistrat inquiète le FCC dans leur comportement d'agir? Parce que avec ce procès qu'on a eu de certaines interpellations, arrestations déjà, condamnations même, au niveau du FCC, ça touche trop. Hein. Oui, les magistrats inquiètent, effectivement. Alors, si vous laissez libre cours à ces magistrats, ils peuvent faire du n'importe quoi. Le malheur, c'est que nos magistrats, certains ignorent la loi. Est-ce que le président de la République, en ces moments, avec ces propositions de loi, qu'est-ce que le président de la République peut faire pour calmer? Parce que nous sommes en train de voir, ça fait déjà 2 jours, il y a des affrontements entre la population au sein de l'hémicycle pour les interpeller justement de retirer ces 3 propositions de loi. Qu'est-ce que le président de la République, en tant que garant de la Constitution, qu'est-ce qu'il peut faire en ce moment? Il est garant de la Constitution. Il ne peut pas empêcher l'Assemblée nationale de siéger. Ça, ce sont des... Là, justement, pour attendre c'est un jeu. Il faut regarder ça comme un jeu démocratique normal. Sauf que c'est pernicieux. Vous comprenez? Ah oui. C'est un jeu démocratique normal, faire des propositions de loi et voter ces lois. Lorsqu'on est majoritaire, ça passe. Sauf que, sur le plan de la philosophie démocratique, ça ne passe pas. Ah oui. Maintenant, est-ce que le chef de l'État peut bloquer? Il n'a aucun pouvoir pour bloquer pour le moment. Parce que c'est un travail qui est fait au niveau de l'Assemblée nationale. Lorsque l'Assemblée nationale vote par exemple cette loi, elle envoie ça. L'Assemblée envoie ça au chef de l'État. Non. Au Sénat, et puis après, pour la deuxième lecture, et puis ça sera envoyé à la présidence, au chef de l'État, pour que lui, il transfère le projet à la Cour constitutionnelle. Oui. Et la Cour constitutionnelle qui va vérifier la conformité de ces différentes propositions à la Constitution. Ah oui. Mais la question, si la Cour constitutionnelle se trompe, comme elle se trompe tout le temps dans certaines matières ici, et elle déclare ses propositions conformes à la Constitution, qu'est-ce que nous devenons? Ces lois-là seront promulguées et seront publiées. Et là, l'FCC aura raison. Absolument. C'est pourquoi, comme les magistrats sont au plus haut point concernés, j'ai appris qu'ils sont en train de mener des actions, ils commencent des actions. Oui, des actions des rues. Ils ont des actions des rues qui se trouvent là, les actions des rues au niveau du palais du peuple, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas efficace. Il faut compter sur les magistrats, leur dire que votre profession est en danger, vous devez vous mettre debout et agir. Alors, professeur, est-ce que la population a besoin de ces genres de lois en ce moment où nous sommes en pleine Covid-19, une crise tout à fait sanitaire, économique même, mais voir ces genres de G au niveau de la Chambre basse du Parlement, est-ce que ça reflète l'élan d'un... Non, les Covid, bons hommes politiques. Les Covid ne peut pas empêcher l'Assemblée de fonctionner. Mais au moins proposer certaines choses qui valent à la population. L'état d'urgence ne peut pas empêcher l'Assemblée de fonctionner. Mais seulement, l'Assemblée nationale, qui a le pouvoir de voter des lois, doit voter des bonnes lois. Alors, pas des mauvaises lois. Oui. Avant d'entamer un autre deuxième sujet, pour terminer, parce qu'il nous reste quelques minutes, professeur, une question, là, celle qu'on m'a dit de vous poser. Est-ce que, en plein état d'urgence, on peut modifier une loi? Oui, on peut modifier une loi. Ça ne pose aucun problème. On peut modifier une loi. La question, c'est de savoir si on peut entamer plutôt l'indépendance de la magistrature. Mais on a voté des lois ici, non? Des lois sur l'état d'urgence. Chaque 15 jours, on a voté des lois. Ah oui. Et ça continue. Il ne faut pas empêcher l'Assemblée nationale de fonctionner, mais seulement, il faudrait que l'Assemblée nationale sache ce qu'elle doit faire. Ah oui. Voter des lois, des bonnes lois, non pas pour certains individus, mais pour l'État, pour la nation, pour le pays. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui,
Dans 50 ans, on va nous demander des comptes. On va regarder qui avait proposé cette loi. Est-ce qu'il était bon député ou mauvais député? Est-ce que ces lois qui ont été votées ont permis à l'État de fonctionner correctement? Ce sont des questions qui peuvent être posées, mais en tout cas, quand on regarde l'esprit actuel, la démocratie, parce que le peuple congolais a envie de la démocratie, beaucoup plus de démocratie encore, on ne peut pas retourner à l'époque du conseil judiciaire. Ah oui. Le conseil judiciaire qui avait les pouvoirs de gérer et les ministères de la justice et le parquet et la cour de cassation. Tout ça, je crois que c'est révolu. Nous devons retourner, nous devons rester dans notre logique, la logique de la séparation des pouvoirs. Chaque pouvoir a ses pouvoirs et a ses limites. Et aucun pouvoir ne peut s'immiscer sur le fonctionnement d'un autre pouvoir. Alors et professeur, merci. Ça ira bien. Nous allons clore ce débat sur ces 3 propositions de loi. On parle au moins du verdict de Vital Kamerhe. On vous a vu aussi soulever sur la toile avec vos propositions, vos arguments. Professeur, quelle réaction, en tant que vous êtes professeur de droit pénal, est-ce que le pénal a été dit? Oui, le droit a été dit. La question, est-ce que c'est du bon droit? C'est là la question. Les jugements ont été motivés. J'avais dit déjà à l'époque, ce qui va m'intéresser dans ces jugements, c'est la motivation. Savoir si les tribunaux... Est-ce qu'elle était remarquable, cette motivation? Est-ce que ces motivations étaient suffisantes? Ah oui. Là, maintenant, il faudrait lire profondément les jugements pour comprendre. Mais ce qu'il faut d'abord dire, c'est que nos juges, de manière exceptionnelle, ont respecté la loi sur les délais requis pour prononcer les jugements. Ils ont pris l'affaire en délibéré et 10 jours après, ils ont rendu les jugements. Ce qui est possible ou impossible pour vous? Selon la loi, il faut 10 jours. Mais dans la pratique de nos cours et tribunaux, nos juges mettent plus de temps à se prononcer. Parfois, il reste 1 année sans rendre les jugements. Et lorsqu'on commence à contrôler l'activité des magistrats et des juges, oui, ils vous sortent un avant-dire droit, des réouvertures des débats. Ce qui fait que beaucoup de justiciables sont déçus, les avocats aussi sont très déçus, parce que il y a une lenteur. Vital Kamerhe a été jugé sur base de jurisprudence, non pas sur oui, sur ça c'est d'abord la question de la lenteur. Ils ont rendu un jugement dans les délais requis par la loi. Ils sont à féliciter. Ah oui. Il n'y a pas que les dossiers Kamerhe, même les dossiers Bamaros. C'est toujours dans les délais, les juges ont respecté les délais. Celui de l'OVD. C'est déjà intéressant. Ah oui. Bon, maintenant, est-ce que les juges ont bien appliqué les peines? La grande question. C'est la grande question. J'ai vu avec Vital Kamerhe 20 ans dans des travaux forcés. Et ce qui est différent avec Benjamin Wenga, voilà l'ex de l'OVD, des grandes instances, Bamaro aussi, de Fournier. Qu'est-ce qui explique que Kamerhe avec Sami Djamal écope 20 ans de prison au moment où le même fait des détournements des deniers publics est accusé chez Wenga, Fulgarance, Bamaros, qui bénéficie 3 ans. Qu'est-ce qui se passe, professeur? C'est là que les juges doivent nous expliquer. On ne dit pas que tous devaient être condamnés de la même peine. Mais au moins, on parle de détournement des derniers publics que tous ont y à réaliser. L'écart est tellement grand au point que quand vous regardez les jugements Kamerhe, vous vous rendez compte que les juges ont jugé l'infraction, mais n'ont pas jugé les auteurs des infractions. Qu'est-ce que ça veut dire? Juger l'infraction, non pas les auteurs. Les juges n'ont pas mené des enquêtes des personnalités pour arriver à individualiser. Non, justement, je me rappelle dans notre ancienne émission, vous avez dit quelque chose que je retiens jusqu'à aujourd'hui. Le procureur ne peut pas amener un dossier au tribunal sans toutefois être convaincu de preuves. Mais au cours de ce procès, nous avons vu le procureur s'annoncer lui-même qu'il est en train d'enquêter toujours sur Satan 2. Ah oui, oui, mais c'est ça. Lorsque vous rendez un jugement, mais la lente on est en train d'enquêter, ça veut dire qu'on n'avait pas fini l'instruction. C'est-à-dire, il a été arrêté brusquement. Voilà, justement, les choses ont été arrêtées brusquement et les dossiers Kamerhe a été envoyé au tribunal. Et à la fin des comptes, une peine maximale, 20 ans de travaux forcés, oui, alors que
les juges auraient dû, ça c'est la caractéristique du juge pénal, c'est l'essence de l'humain et du social. Ah oui? Il ne peut pas seulement être technique, il a appliqué là un tarif. Oui. Les tarifs, c'est quoi? Détournement, 20 ans des travaux forcés, Oui. alors qu'il ne pouvait pas se comporter comme une machine automatique. Alors, que Un pensez-vous? distributeur pour, Oui. flanquer sur le visage des Camérés Oui. 20 ans, il aurait dû adoucir un peu la peine. Adoucir un peu la ça, peine. c'est Caméré. Regardez un monsieur qui a 61 ans. Où, Déjà, il va mettre 20 il sera dans Il va mettre 20 ans, donc il 80 va sortir à kéké. 81 ans. oui. Regardez Jamal qui a 82 ans. 2 à 100. Il Au-delà de faut 100. l'attendre quand il aura 102 ans. On n'est pas sûr qu'il va totaliser 102 ans. Oui. Donc, j'ai senti les juges des grandes instances trop sévères. Plus sévères même que les juges de la cour d'appel. Alors, une question, l'avant-dernière même, professeur. Et l'argument, Doit-on- attendez, Oui, allons-y. l'argument que les avocats Caméré. des Camérés peuvent exploiter, c'est quoi? Lorsqu'ils iront en appel, c'est montrer au juge d'appel. Vous, maintenant, au premier degré, vous avez prononcé une peine ici de 3 ans pour Oui. le même fait. Le même fait. Mais pourquoi ne pas remettre ou reprendre votre même jurisprudence? C'est ça aussi. Ça peut aider les avocats des Camérés et des Jamal à solliciter un adoucissement Oui. déterminant de leur peine. Alors- Parce que ça a été très grave, la Oui. peine là prononcée. Dans votre vision, avant-dernière question, dans ce procès, doit-on dire un procès politique ou un procès qui a dit le droit pénal? Moi, j'ai vu un procès pénal. Alors, le politique, Caméré politique, est-ce que le fait de juger un politique, ça devient un procès politique. Je ne pense pas, je n'ai pas beaucoup d'éléments je n'ai pas d'éléments sur ça Oui. pour m'y hasarder. Ce qui est vrai, c'est que le droit pénal est une arme très dangereuse. Ah oui? Moi, quand j'enseigne, je dis toujours aux étudiants que le droit pénal est une arme dangereuse. On ne la donne pas, on ne la remet pas à des personnes irresponsables. Ça a l'air n'importe qui. N'importe qui, on ne peut pas... Vous savez, les droits pénals, on peut l'utiliser pour affaiblir un concurrent. Ah oui. Je peux vous poser la question, qu'est-ce qu'on a fait du procès Katumbi aujourd'hui? Katumbi, avant les élections de 2018, a été poursuivi. Il est retourné au pays. Hein. Tout ça. Il a commencé même à exercer C'était juste son pour travail. l'affaiblir. Pour l'affaiblir. C'était juste pour l'affaiblir, et puis Katumbi est là. Donc, un procès pénal qui a été imaginé juste pour bloquer Katumbi. Ça veut dire que on ne peut pas laisser les droits pénals entre n'importe quelle main. Il faut Alors, que ce droit puisse les Oui. politiques peuvent exploiter le procès pénal. Ah oui. Parce que les procès civils, c'est quoi? Les procès civils, c'est un contrat entre vous et moi. Vous n'avez pas payé les loyers, par exemple. Je vais chez les juges, j'ai dit, monsieur le juge, condamnez-les à payer les loyers. Et on vous condamne, mais vous êtes libre. Ah oui. Mais les procès pénals, on vous condamne à une peine, vous êtes envoyé en prison. Professeur, nous sommes presque à la fin de l'émission. Je voulais justement que, en tant que professeur de droit pénal, aujourd'hui, la population est en train de perdre l'espoir avec tout ce qui est en train de se passer par nos élus qui sont envoyés à l'Assemblée nationale. Quel conseil, vous allez regarder votre caméra, quel conseil vous pouvez donner en ces moments à ces initiateurs de ces propositions de loi? Quel conseil devriez-vous donner aux élus qui attendent l'examination de ce projet au sein? Le conseil, c'est que nos députés nationaux ne doivent pas utiliser les droits pour se régler les comptes. Ah oui. Parce qu'on se rend compte qu'il s'agit d'un règlement des comptes. Et au fait, on voit les juges, mais ce n'est pas les juges, on voit les magistrats, ce n'est pas les magistrats. Ils se règlent les comptes entre FCC et Cash. Et cash. En fait, c'est ça. Mais les gens ne le savent peut-être pas. Il faudrait demander à nos élus Oui. de ne pas utiliser les droits, de ne pas utiliser la loi pour se régler les comptes. Ah oui. Dans les cas d'espèce, ces différentes lois sont non seulement contraires à la Constitution, Oui. mais contraires même aux grands principes démocratiques qui existent. Tout ce qu'on peut leur demander, c'est d'arrêter. Voilà.
À Kinshasa, on dit toujours que les critiques Exact. il faut leur demander d'arrêter avec ce genre de propositions Oui. qui n'avanceraient pas notre droit, qui n'avanceraient pas notre démocratie, qui n'avanceraient pas le travail du magistrat. Parce qu'il faudrait que nous ayons des magistrats indépendants, mais pas les magistrats tels que j'ai vu là dans ces 3 propositions. Merci, professeur José Marie Je vous en prie. Tassoki. Je rappelle, vous êtes enseignant de droit pénal à l'université de Kinshasa. Merci. Alors, le réel plaisir pour moi de recevoir le professeur José Marie Tassoki. Nous allons commencer toujours comme ça 2 émissions scientifiques, justement pour donner beaucoup des éclaircissements sur certains de dossiers. Est-ce que nous devons servir nos propres intérêts ou bien servir les intérêts de la population congolaise, ou nous devons mettre toute une population par terre parce qu'on a des intérêts qu'on doit gagner derrière certaines de leurs qu'on propose à l'Assemblée nationale au moment où peut-être vous avez passé par là ou dirigé sans toutefois laisser de traces nobles. C'est par ici que nous allons mettre un point final à cette émission. Je vous donne rendez-vous, c'est bien la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci et au revoir.